Je m'appelle Camille, et alors que je fêtais mes 35 ans par une belle journée d'été, bercée par le chant des oiseaux, j'ai été convoquée dans le bureau de la présidente, ou plutôt ma patronne, qui s'avérait être ma mère, Béatrice. La canicule parisienne semblait l'avoir mise à cran. Elle m'a parlé sèchement, me présentant son profil impeccable. « J'ai décidé de passer les rênes de l'entreprise à ta sœur, Chloé. Tu es renvoyée, avec effet immédiat, a-t-elle déclaré. L'éclat du soleil estival m'empêchait de saisir pleinement la réalité de ces mots. Apparemment, une décennie passée à concevoir l'intégralité de leur réseau logistique mondial ne suffisait pas à compenser le fait que je ne correspondais pas à l'esthétique de la marque. Avant d'aller plus loin, je dois vous demander, avez-vous déjà été celui qui fait tout le travail pendant que quelqu'un d'autre récolte les lauriers, juste parce qu'il a le look? Mettez un oui en commentaire, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule. Béatrice trônait là, ses boucles d'oreilles en diamant capturant le soleil de midi, comme si elle présidait un conseil d'administration décisif, plutôt que la destruction de la vie de sa fille aînée. Pour elle, c'était un rebranding nécessaire, un ajustement superficiel pour polir l'image de l'entreprise. Pour moi, c'était la rupture totale d'un contrat moral de 10 ans. Pendant une décennie, j'avais été le moteur silencieux de cet empire logistique, abattant le travail de tout un département pour le salaire d'un comptable débutant. Je n'ai pas discuté sa décision. Pourquoi l'aurais-je fait? On ne supplie pas un navire qui coule de vous laisser à bord pour servir d'ancre. J'ai pensé aux milliers d'heures passées dans notre salle des serveurs sécurisés. L'air, dans cette pièce, sentait toujours l'ozone, l'électricité statique et l'amertume du café trop cuit. Pendant que ma mère et Chloé sirotaient du champagne millésimé dans des galas de charité et prenaient la pause pour les réseaux sociaux, j'étais celle qui naviguait dans le chaos numérique des voies maritimes mondiales. C'est moi qui suis restée éveillée 72 heures d'affilée pendant la crise de la chaîne d'approvisionnement, détournant 15 cargos massifs pour éviter un goulot d'étranglement qui nous aurait coûté 3,5 millions d'euros en pénalité de retard. J'ai sauvé la boîte en ne vivant que de caféine froide et de pure rancune. Chloé était assise près de notre mère, vérifiant nonchalamment son reflet sur l'écran de son téléphone et ajustant sa coiffure. Elle était dans l'entreprise depuis exactement 2 ans, et sa principale contribution avait été de choisir la couleur du papier à en-tête gaufrée et de flirter avec nos directeurs régionaux. Elle était le visage de la firme. J'étais le fantôme dans la machine. Mais le truc avec les fantômes, c'est que lorsqu'ils partent finalement, la maison commence à sembler très vide et très hantée, très vite. Béatrice s'est adossée dans son fauteuil en cuir italien, sa voix évoquant de la soie coûteuse tirée sur une lame de rasoir. Elle m'a dit que l'entreprise avait besoin d'un leader qui incarnait le lifestyle exécutif, quelqu'un dont la présence ne ternissait pas l'image de marque en entrant dans une pièce. Mon rôle, dit-elle d'un geste dédaigneux de la main, était devenu redondant. Redondant. J'ai failli rire devant l'absurdité du mot. J'avais bâti le sol même sur lequel elle se tenait, pierre par pierre, et maintenant elle me disait que l'architecte gâchait la vue. Je n'ai pas souligné que Chloé ne pouvait même pas expliquer la différence entre un connaissement et un manifeste d'expédition sans utiliser un moteur de recherche. Au lieu de cela, je me suis levée et j'ai senti un poids quitter mes épaules. Ma mère me regardait avec attente, guettant l'effondrement, la demande de grâce. Ou peu, être même un cri de trahison. Je ne lui ai rien donné de tout cela. L'émotion n'est qu'une mauvaise donnée dans un audit final, et j'étais déjà passée à autre chose. J'ai simplement marché jusqu'à mon bureau et entamé le processus méthodique de démantèlement de mon existence entre ces murs. J'ai effacé mes bases de données cryptées personnelles et je me suis déconnectée du serveur central pour la dernière fois. Chaque itinéraire d'expédition propriétaire que j'avais optimisé et chaque algorithme complexe que j'avais écrit pour eux était désormais verrouillé derrière un mur de code dont elles ignoraient même l'existence. En emballant mon unique carton d'affaires, je me suis retournée pour les regarder une dernière fois. Je ne ressentais pas de colère. Je ressentais la clarté froide et tranchante d'un projet terminé. Le front de Béatrice s'est plissé de confusion. Mon silence la déstabilisait, plus que n'importe quel cri. J'ai laissé un large sourire sincère s'étendre sur mon visage, le premier vrai sourire que je ressentais depuis des années. C'était le genre de sourire qui les mettait visiblement mal à l'aise. Le genre qui murmurait que j'étais enfin libérée d'un passif qu'elle commençait tout juste à hériter. « Bonne chance avec la marque », ai-je dit doucement. Puis je me suis tournée et j'ai marché vers l'ascenseur, laissant le 35e étage et l'ombre de ma famille derrière moi. Je suis entrée dans l'appartement familial pour la dernière fois, afin de rassembler le peu de choses que je possédais vraiment. C'était l'espace que je payais. Pourtant, je n'avais jamais eu le droit de m'y sentir chez moi. Pendant des années,
J'avais contribué à hauteur de 2500 € chaque mois pour les dépenses du ménage. Ce n'était pas une demande. C'était un mandat de Béatrice. Elle appelait ça une contribution familiale. Une façon pour moi de montrer ma gratitude d'être incluse dans leur monde. Mais debout dans ma chambre d'angle stérile, j'ai vu la chose pour ce qu'elle était vraiment. J'avais été l'investisseur silencieux dans leur version d'une famille, réglant la note pour un train de vie auquel elles se sentaient droit, tandis que j'étais traitée comme une ligne de dépenses sur un grand livre. Ma compassion avait été un luxe sur lequel elles avaient tiré à découvert pendant des années, et le compte était enfin clôturé. Puis il y avait l'affaire des 50 000 €. 1 an plus tôt, Béatrice m'avait approché avec un air de panique manufacturé, que je reconnaissais maintenant comme une performance d'actrice. Elle m'avait dit qu'il y avait un contrôle fiscal d'urgence, une crise soudaine qui menaçait les fondations mêmes de Global Fret. Elle a dit que seules mes économies personnelles, l'argent que j'avais gratté depuis mes 22 ans, pouvaient combler le trou jusqu'au trimestre suivant. Elle n'a pas appelé ça un prêt. Elle a appelé ça un sacrifice pour notre héritage. J'ai découvert plus tard que le contrôle fiscal était une fabrication totale. Cet argent n'est pas allé à l'État. Il est parti dans une agence de relations publiques haut de gamme pour une ligne de bijoux boutique avec laquelle Chloé s'amusait avant de s'ennuyer et de passer à autre chose. Ma mère avait blanchi les économies de toute ma vie à travers une fausse crise, juste pour payer un projet vaniteux à ma sœur. Chaque fois que j'essayais d'évoquer ma carrière ou mon désir d'avoir un siège au comité de direction, Béatrice pivotait sur mon apparence, avec une précision quasi chirurgicale. Elle utilisait une forme calculée de manipulation psychologique pour me garder dans l'ombre. « Tu n'es pas comme Chloé », disait-elle, ses yeux scannant mon visage avec une pitié qui ressemblait à une lame tranchante. « Tu n'as pas l'esthétique pour le bureau de direction, Camille. Tu devrais être reconnaissante d'avoir une place ici tout court. » Elle avait besoin que je croie que mon manque de beauté me rendait invendable, pour que je ne pense jamais à chercher la porte de sortie. Elle voulait me faire croire qu'être utilisée était la seule façon pour moi d'être aimée. En faisant mes valises, j'ai vu ma tante Hélène debout dans l'encadrement de la porte. Elle était la directrice des opérations, la seule personne qui voyait réellement la mécanique de l'entreprise, et la seule qui comprenait vraiment la profondeur du vol. Elle se tenait là dans un silence lourd et suffocant qu'elle portait comme un uniforme depuis une décennie. Je pouvais voir la bataille dans ses yeux, le regret silencieux de la sentinelle qui avait regardé la forteresse tomber de l'intérieur, mais manquait de courage pour sonner l'alarme. Elle avait été prise entre l'espoir désespéré que Béatrice retrouverait un jour sa conscience et la froide réalité des dommages qu'on m'infligeait. Hélène avait été le témoin silencieux d'une décennie d'extraction émotionnelle et financière. Maintenant, alors que je me préparais à partir, son regret était un poids qu'elle ne pouvait pas partager et que je ne porterais plus pour elle. Elle ne m'a pas arrêtée. Elle ne s'est pas excusée. Elle m'a simplement regardée avec une lueur de parenté faiblement aimable qui arrivait bien trop tard pour changer le bilan comptable. 1 an a passé, et la vue depuis mon nouveau bureau au 52e étage fait passer l'ancienne suite du 35e pour un sous-sol. Tout dans ma vie est désormais défini par la précision et la distance. Sur mon bureau, dans un cadre en acier brossé, trône ma licence de représentant en douane. C'est plus qu'un simple bout de papier. C'est mon armure. Pendant que Béatrice était occupée à me dire que je manquais d'esthétique exécutive, je maîtrisais silencieusement les lois et régulations qui font réellement bouger les marchandises du monde. J'ai écrasé leurs attentes sexistes avec le poids silencieux de mon propre succès. Mon smartphone a vibré contre l'acajou poli. Je n'ai même pas eu besoin de regarder l'écran pour savoir que c'était Béatrice. Rien qu'au cours des 2 dernières heures, elle avait laissé 14 appels manqués. Je n'en ai rappelé aucun. Pour moi, elle n'était plus rien d'autre qu'une étrangère, avec une habitude tenace. J'avais passé 35 longues années sous son charme, obéissant à son moindre ordre parce que j'étais désespérée d'obtenir une miette de son approbation. Mais le charme s'est rompu au moment où elle m'a montré son vrai visage, le jour de mon anniversaire. J'ai regardé les notifications s'empiler. Le temps que je me réveille le lendemain matin, le compteur atteindrait 80 appels, et pas un seul message vocal. Parce que Béatrice ne savait pas demander de l'aide. Elle savait seulement l'exiger. Je l'ai laissée en silencieux, laissant les vibrations servir de rappel rythmique du chemin parcouru. Je ne l'ai pas bloquée. Je voulais les preuves. Je voulais voir l'architecture numérique de son effondrement. Les nouvelles du secteur étaient prévisibles. Global Fret se vidait de son sang. J'ai réalisé alors que toute l'identité de Béatrice reposait sur l'illusion du pouvoir avec un portefeuille vide. Sa position de PDG était un costume de créateur sans personne à l'intérieur. Elle avait passé des décennies à confondre l'apparence de la richesse
avec la réalité de la compétence. Son pouvoir avait été une coquille vide, un train de vie qu'elle avait loué en utilisant mon travail comme devise. Une fois que j'ai pris mon talent et mes algorithmes pour franchir cette porte, le coffre-fort s'est révélé être vide. Chloé avait de l'eau jusqu'au cou. Elle avait été nommée vice-présidente des relations publiques. Mais dans le monde brutal de la logistique internationale, personne ne se soucie de votre présence sur les réseaux sociaux quand une cargaison de matériel médical est coincée dans un port à Singapour. Elle perdait nos clients clés en un éclair parce qu'elle traitait une chaîne d'approvisionnement mondiale comme un défilé de haute couture. Ils découvraient à la dure que sans le fantôme dans la machine n'est qu'un tas de ferraille coûteux et inutile. La pluie à Paris ne fait pas que tomber. Elle cherche chaque fissure dans votre armure. J'étais assise dans une brasserie mal éclairée, en périphérie de la ville, regardant l'enseigne, au néon clignoté contre le pavé mouillé. En face de moi était assise Hélène. Elle paraissait 10 ans plus vieille que la dernière fois que je l'avais vue. Ses mains tremblaient alors qu'elle agrippait une épaisse enveloppe Kraft, ses yeux dartant vers la porte comme si elle s'attendait à ce que Béatrice fasse irruption à tout moment. L'air sentait le pain grillé brûlé et la laine mouillée, un contraste saisissant avec le luxe des bureaux que nous partagions autrefois. « J'ai quelque chose que tu dois voir », a chuchoté Hélène, sa voix à peine audible au-dessus du ronronnement du réfrigérateur. Elle a poussé l'enveloppe à travers la table. Je ne l'ai pas ouverte immédiatement. Je l'ai juste regardée. Mon expression aussi plate qu'un lac gelé. Je n'étais pas là pour une réconciliation. J'étais là pour un audit. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvaient les preuves qui transformaient notre drame familial en affaire criminelle. Il s'avérait que Chloé n'était pas juste incompétente. C'était un prédateur. Elle avait fait fuiter nos itinéraires d'expédition les plus sécurisés et propriétaires vers une firme logistique rivale. En échange, elle recevait des pots de vin massifs sous la table bijoux de créateurs, voyages de luxe et virements directs sur un compte offshore. Elle vendait les cartes mêmes que j'avais passé une décennie à dessiner. Elle brûlait la maison juste pour se chauffer un peu. Mais le coup de grâce, c'était Béatrice. Pour cacher les 50 000 € qu'elle avait volés de mes économies et pour couvrir le trou béant que Chloé laissait, dans le budget de fonctionnement, Béatrice avait systématiquement trafiqué les livres de compte. Elle ne faisait pas que déplacer des chiffres. Elle falsifiait des signatures et créait des fournisseurs fantômes pour siphonner du cash vers l'entreprise. Elle avait franchi une ligne qu'aucun rebranding ne pourrait jamais réparer. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était un désastre moral et criminel de premier ordre. J'ai regardé les fausses signatures sur le grand livre. L'une d'elles était la mienne. Ma mère avait utilisé mon nom pour autoriser une transaction frauduleuse 3 mois après m'avoir virée. Elle avait parié sur mon silence, supposant que je n'aurais jamais les ressources ou la colonne vertébrale pour regarder en arrière. Elle pensait que j'étais toujours cette petite fille qui ramenait des 20 sur 20, désespérée d'avoir une tape sur la tête. Elle avait mal calculé. Dans son monde, je n'étais qu'un fantôme, et les fantômes ne sont pas censés pouvoir riposter. Hélène m'a dit que le conseil commençait à poser des questions. Les gros clients remarquaient les fuites de données. Les murs se resserraient, et Béatrice paniquait. Elle essayait de mettre les divergences comptables sur mon dos, prétendant que j'avais laissé les livres en désordre avant de disparaître. C'était un mouvement classique, le méchant prouvant qu'il n'a aucun remords pour justifier sa propre survie. J'ai senti une vague froide de clarté. La colère est un carburant volatile, mais la précision est une arme. Je n'ai pas ressenti l'envie de crier ou de pleurer. Au lieu de cela, j'ai vu la situation pour ce qu'elle était. Un bilan qui devait être soldé. Ma compassion avait été un luxe sur lequel elles avaient tiré à découvert pendant des années. Mais maintenant, la dette était due en totalité. J'ai regardé Hélène et glissé l'enveloppe dans mon sac. « Tu n'aurais pas dû attendre si longtemps », ai-je dit. Ma voix clinique et calme. Hélène a baissé les yeux vers son café, le regret silencieux de la sentinelle la brisant enfin. Je ne lui ai pas offert de réconfort. Je n'en avais plus à donner. J'ai laissé 20 € sur la table et je suis ressortie sous la pluie. J'avais les données. J'avais les preuves. Et demain, le fantôme allait commencer à parler. Je me suis trouvée à visiter un client près de l'ancien siège de Global Fret et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'état du bâtiment. Les vitres, autrefois polies comme des miroirs, étaient visiblement sales, et les plantes d'intérieur dont je m'occupais jadis étaient flétries et brunes dans le hall. En retournant vers ma voiture, je suis tombée inopinément sur Béatrice sortant de l'entrée. J'ai instinctivement serré la poignée de ma mallette, m'attendant à une réprimande, mais à ma grande surprise, elle m'a approchée sur un ton doucereux et cajoleur. « Où étais-tu » a-t-elle demandé, sa voix dégoulinant d'une fausse chaleur qui m'a donné la chair de poule.
Je t'ai appelé tellement de fois. As-tu changé de numéro? Il semblait qu'elle n'avait même pas envisagé la possibilité que je l'ignorais parce que je la méprisais. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle a fait un geste vague vers l'immeuble et a dit « Regarde l'état de cet endroit. C'est épouvantable, n'est-ce pas? Tu peux commencer à travailler dès demain. Je ne suis même plus en colère. Je te pardonne d'être parti il y a 1 an. Reviens juste et reprends la responsabilité du bureau. » J'ai pris une lente et profonde inspiration, sentant le vent froid de Paris contre mon visage. « Maman, je travaille déjà dans une autre entreprise, et j'y suis heureuse. » Ai-je répondu aussi calmement que possible. Son visage s'est tordu en quelque chose de monstrueux en un instant. Elle a beuglé juste là, au milieu de la rue. « Quoi? Tu me dis que tu travailles ailleurs, alors que notre entreprise est en difficulté? Je me fous des autres entreprises. Tu es à moi, compris? » Je ne me suis pas dégonflée cette fois. Je l'ai regardé droit dans ses yeux froids et calculateurs. « Tu m'as virée. Tu te souviens ?» ai-je demandé. « Et Chloé, qu'est-il arrivé au magnifique visage de l'entreprise ?» Béatrice a ricané et a commencé à déverser ses frustrations sur le trottoir. Elle a admis que Chloé avait été surprise en train d'avoir des liaisons avec 3 hommes du bureau de leur client clé. Les affaires s'étaient arrêtées net. Elle avait relégué Chloé aux tâches administratives, mais Chloé ne savait même pas faire le ménage correctement ou gérer la comptabilité la plus simple. « Depuis que tu es partie, le bureau est en ruine, » a sifflé Béatrice, son sourire se transformant en quelque chose de désespéré. « J'ai besoin que tu prennes tes responsabilités. » C'était la même vieille ruse blâmer les autres et laisser quelqu'un d'autre nettoyer leur bazar. Mais j'avais fini d'être sa femme de ménage. « C'est toi qui m'as virée, Béatrice, » ai-je dit, ma voix s'élevant juste assez pour attirer l'attention des passants. « Et la raison pour laquelle tu m'as virée, c'est parce que je suis moche, c'est ça ?» Béatrice a commencé à bégayer alors qu'une foule commençait à se rassembler, intriguée par la scène. Elle a essayé de me dire que je comprenais mal, qu'on devrait entrer, mais je ne me suis pas arrêtée. Je me suis défoncée au travail pendant 10 ans. Lui ai-je dit, et la foule a commencé à s'agiter de murmures incrédules. « Mais tu as décidé de donner l'entreprise à ma sœur qui ne fait presque rien juste parce qu'elle correspond à ton esthétique. C'est ça ton brillant jugement d'affaires ?» Les regards noirs des passants se transformaient en un mur collectif de jugement. Béatrice a commencé à paniquer, transpirant et devenant pâle. Puis, quelque chose a finalement craqué en elle. Elle a perdu tout contrôle et a commencé à hurler à plein poumon. « La ferme. C'est entièrement ta faute parce que tu es moche et sinistre. Les gens moches devraient connaître leur place et faire docilement ce que les gens beaux disent. C'est tout ce à quoi tu es bonne. » Le silence qui a suivi était absolu, brisé seulement par le bruit de plusieurs personnes levant leur smartphone. C'était le moment viral au sein de l'histoire virale, la seconde précise, où le méchant creuse sa propre tombe devant une audience mondiale. Les gens mettaient déjà la vidéo en ligne avec des titres sur la réalité toxique de la belle femme. Béatrice se tenait là, respirant fort, réalisant trop tard qu'elle ne m'avait pas seulement insultée. Elle venait de diffuser sa propre faillite morale à tous les clients et partenaires qui lui restaient. La vidéo virale a été le dernier domino. En 48 heures, tous les clients majeurs avaient résilié leur contrat avec Global Freight, refusant d'être associés à une marque bâtie sur une bigoterie aussi publique et toxique. Les enquêtes sur les fausses signatures et les 50 000 € manquants ont suivi rapidement, dépouillant ce qu'il restait de l'empire creux de Béatrice. La faillite a été totale. Béatrice et Chloé ont été forcées d'emménager dans un appartement HLM exigu de 45 ans en banlieue, un endroit aux murs fins et sans vue sur la skyline qu'elle pensait autrefois posséder. Chloé enchaîne maintenant les temps partiels dans la vente, galérant parce qu'on ne lui a jamais appris à travailler, seulement à poser. Béatrice est souvent reconnue sur Internet, une ombre de la femme qui régnait jadis sur une suite au 35e étage, travaillant désormais silencieusement de nuit là où personne ne se soucie de son esthétique exécutive. Mais ma paix n'est pas venue en les regardant tomber. Elle est venue en réalisant que la justice n'est pas seulement la punition du passé, c'est l'architecture du futur. J'ai décidé de pratiquer la justice du semeur. J'ai pris l'argent récupéré du procès et j'ai fondé la bourse d'études Hélène et Camille. Elle est dédiée aux étudiants défavorisés qui ont le cran et le talent pour la logistique, mais manquent du bon look ou des connexions sociales pour franchir la porte. En bâtissant quelque chose de nouveau, j'ai rendu la cruauté de ma mère petite, insignifiante. J'ai trouvé un partenaire dans ma nouvelle firme. Un homme qui n'est ni un mondain, ni un mannequin, mais qui regarde mes modèles de données avec un respect sincère et profond. Il m'a dit qu'il est tombé amoureux de moi parce que je suis diligente,
sincère, et parce que je porte une force qui n'a pas besoin d'être hurlée. Nous prévoyons un petit mariage tranquille bientôt. Un mariage qui ne sera pas dans un magazine People, et c'est exactement comme ça que je le veux. Je me tenais sur mon balcon hier soir, regardant la skyline de Paris, alors que la première lueur de l'aube transformait la scène en une feuille d'argent martelée. Le vent portait la faible mélodie enchanteresse du chant des oiseaux d'un parc voisin. Mais cette fois, le son ne ressemblait pas à un compte à rebours vers un licenciement. Il ressemblait à une salutation. Je ne suis plus le fantôme dans la machine. Je suis l'architecte de ma propre vie. Et pour la première fois en 35 ans, je peux respirer. Si vous croyez que le caractère pèse plus lourd qu'un faux sourire et que le travail acharné trouvera toujours son chemin vers la lumière, partagez cette histoire. Abonnez-vous pour rejoindre la communauté des architectes qui refusent enfin de rester dans l'ombre. Merci d'avoir écouté mon voyage.